Ok. J'espère que tout le monde a bien mangé. Donc, on a vu ce matin comment fonctionnait le système EC2 chez Amazon, qui permettait notamment d'avoir accès à un serveur. Alors, je vais juste arrêter. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont connectées dessus entre midi et 2. Le service qui est là. Voilà. Et je vais en profiter pour le désinstaller. Slash uninstall. Alors, il m'a pas mis qu'il avait été désinstallé. Oui, il faut dire que j'ai tapé n'importe quoi. C'est mieux. Ok, donc on a vu que du coup avec le système EC2, comme j'ai un serveur, rien ne m'empêche de déployer une application Delphi dessus, et que du coup si je mets un serveur DataSnap, en le déclarant en plus en service Windows qui m'évite de devoir me loguer sur le serveur d'abord et ainsi de suite, j'ai plus qu'à mettre en démarrage automatique le service Windows. Et je me retrouve avec un serveur DataSnap qui du coup peut être utilisé par tout le monde, quoi. Il faudra juste que les applications clientes aient accès et une connexion Internet pour pouvoir avoir accès à la machine. Et ça permettra donc d'avoir un serveur d'application qui sera partagé et disponible pour tout le monde. On a dit chez Amazon, il existe d'autres systèmes. Il n'y a pas que le système C2, donc il peut avoir des avantages, mais c'est comme je l'ai dit ce matin, c'est vrai que si on a besoin d'un serveur qui soit disponible tout le temps, s'il va y avoir des gros trafics et tout ça, c'est peut-être mieux de prendre dans ce cas-là un hébergement plus traditionnel chez un hébergeur. Par contre, les autres systèmes peuvent avoir un intérêt dans le sens où on va vraiment avoir que ce qui nous intéresse et pas un serveur complet avec plein de choses, et donc des choses qui ne nous intéressent pas dedans forcément. On va avoir par exemple comment ça s'appelle, le système S3 qui va me permettre de faire du stockage de fichiers. D'accord, donc mes fichiers vont être stockés dans le cloud Amazon. Et je vais donc pouvoir accéder à mes fichiers, mettre d'autres fichiers, les récupérer, et ainsi de suite. Donc quand je vais sur le système S3, je vais tomber ici, et la première chose qu'on va me proposer, c'est Create a Bucket. Donc un emplacement en fait, hein, qui ne correspond pas à un répertoire. On verra que dedans, après, on peut avoir différents. Mais on a un bucket, voilà, qui va être un point d'accès en fait, hein, à mes fichiers, et je peux créer autant de buckets que je veux. Donc on pourrait se créer un nouveau bucket. Du jeudi 2. Sachant que ces buckets sont accessibles directement par des URL, il faut éviter des noms qui seraient déjà utilisés ou ce genre de choses, quoi. D'accord. Donc je suppose que si je mets test, c'est clairement quelque chose qui va me
Voilà, refuser, parce que c'est déjà des choses qui existent ou pas. Donc on va prendre le dev du jeudi 2, j'ai pas de chance que ça soit déjà utilisé. De la même manière que sur EC2, j'ai possibilité de préciser la région dans laquelle je vais vouloir mettre mes fichiers. Donc on va rester en Irlande, on va rester en Europe. Et je vais faire Create. Automatiquement, je me retrouve avec un bucket, d'accord. J'ai la liste de tous mes buckets ici. Si je pourrais faire un refresh, je pourrais faire un delete pour après avoir sélectionné mon bucket, pardon. Hop. Pour le supprimer, et je pourrais bien entendu créer d'autres buckets, hein, comme par exemple, allez, on va se créer le dev du jeudi 2 B. Voilà. Je pourrais de cette manière-là avoir différents buckets, d'accord. On va voir après ce qu'on peut faire avec ces buckets. Sur chaque bucket, je vais retrouver toute une série d'informations et de paramétrages. On va retrouver les permissions, d'accord, les autorisations. Donc en l'occurrence, par défaut, pour mon user, j'ai la possibilité de lister, de télécharger, de supprimer, de voir les permissions, d'éditer les permissions. Je pourrais rajouter d'autres permissions pour tout le monde, pour des utilisateurs authentifiés, pour moi, et ainsi de suite, et cocher les droits et les permissions qu'il y aura pour ces users. J'ai possibilité de comment ça s'appelle, d'autoriser le fait d'accéder à un bucket directement, pardon, via une URL, d'accord. On voit bien ici que ce qu'il nous propose comme URL, c'est le nom de notre bucket, et après c'est s3 website-ui.west et Amazon AWS.com. Par défaut, il n'a pas autorisé l'hébergement directement et l'accès directement via une URL. Je pourrais lui donner l'autorisation, voilà, l'accéder, ou de rediriger vers ce genre de demande vers un autre site web. Hop. Après, j'ai toute une série de paramétrages pour pouvoir de versionning, ainsi de suite. On va rester sur les paramétrages de permission et de site. Ok, j'ai donc mes buckets. Quand je clique sur un bucket, on voit bien ici que je suis passé sur le bucket, le dev du jeudi 2. Et ici, en fait, tout simplement, je vais voir la liste de mes fichiers. D'accord. J'ai possibilité de créer des répertoires. De télécharger un fichier. Donc on pourrait par exemple ici create folder, je l'ai ici, mais je le retrouve ici également avec le bouton qui est ici. Donc on pourrait créer un répertoire qu'on va appeler, je sais pas, image par exemple, voilà. Ok, j'ai donc un répertoire image, je peux bien entendu config par exemple, n'importe, hein, je peux me créer autant de répertoires que je veux, d'accord. Après je peux sélectionner les répertoires et du coup j'ai des actions supplémentaires, ouvrir, supprimer, mettre public, ainsi de suite. Quand je vais sur un répertoire, d'accord, j'ai possibilité de voir bien entendu ces informations, le détail de ces informations, et j'ai possibilité également bien entendu, encore une fois, de créer un répertoire. Donc je peux avoir des sous-répertoires et ainsi de suite, ou de télécharger directement un fichier.
D'accord? Donc si je fais Upload, il va me proposer cette nouvelle fenêtre dans laquelle je vais pouvoir aller sélectionner des fichiers. On pourrait prendre par exemple, aller là-dedans, dans l'image, hop. Ok, je pourrais rajouter autant de fichiers que je veux, et après je vais faire Start Upload. Donc j'ai bien le téléchargement de mon fichier qui est en cours, et voilà, c'est terminé. J'ai mon fichier qui est disponible ici. À partir du moment où j'ai mon fichier, de la même manière, quand je l'ai sélectionné, j'ai accès à toute une série d'actions. Et je vais retrouver un lien, en fait, d'accord, le nom de mon fichier, tout ça, et un lien également. Et si je clique, je me rends compte que j'ai un accès refusé, d'accord, tout simplement parce qu'il va me falloir m'authentifier, enfin, pour pouvoir accéder ou pas à ce fichier. Mais j'ai possibilité également, quand j'ai sélectionné un fichier, de rendre ce fichier public. D'accord, ce fichier est bien devenu public. Si je regarde ses propriétés, j'ai bien accès directement au fichier. Ok, donc ça va me permettre de mettre à disposition des fichiers, pas que pour moi, mais des tas d'autres personnes. D'accord. Si vous vous amusez, allez, on va regarder juste. Donc ça, c'est ce que je vois par ma fenêtre, en fait. Je ne vous l'ai pas dit. Mais... Ok, hop. Donc je pourrais par exemple aller supprimons ce fichier. Ok. Je vais faire un upload. Je vais ajouter un fichier. Ici on va ici. Ok, start upload. Ok, je vais cliquer avec le bouton droit ici et je vais faire Make public. Si je regarde les propriétés de ce fichier, ok. Du coup, si vous regardez tous, hop, je viens d'envoyer le lien. N'importe qui, du coup, peut avoir accès à cette image et la récupérer. D'accord, donc bien entendu, je peux créer des sous-répertoires, je peux télécharger autant de fichiers que je veux, et ainsi de suite. D'accord. Ici, j'ai bien créé plein de répertoires. J'ai bien plusieurs buckets, donc qui sont vraiment le point initial en fait de stockage de mes fichiers. Et dans chaque bucket, en fait, je vais pouvoir ensuite créer des répertoires, mettre des fichiers, télécharger des fichiers, et ainsi de suite.
Bien entendu, ça c'est bien, c'est pas mal. Donc encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que je vais payer un coût relativement bas au nombre de fichiers que je stocke à cet endroit. Et après, en fait, mon paiement va s'effectuer. Plus il y aura de téléchargement sur ces images-là, et plus je paierai en fait. D'accord. Donc après, on peut avoir bien sûr récupéré toute une série d'informations sur le nombre de téléchargements qu'on a eu ou ce genre de choses. Ok, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de dire, ok, j'ai mes images, j'ai mes répertoires, j'ai accès à différents buckets et tout ça. Ça serait bien de pouvoir y accéder à partir de Delphi. D'accord, donc pour ça, on va se passer dans Delphi. Je vais faire une nouvelle application fichier ECL. Encore une fois, je le fais en Delphi, ça peut être fait en C++ Builder. Je le fais en application fichier ECL, mais ça peut être fait en application FireMonkey. Ok. Si on regarde dans la liste des composants qu'on a, on va retrouver ici une rubrique qui s'appelle Cloud. Et dans cette rubrique Cloud, je vais retrouver deux composants. Un composant qui est un composant Azure Connexion Info et un autre composant qui est un composant Amazon Connexion Info. Dans les deux cas, ces composants sont simplement des composants de connexion. Et on va voir après qu'on a toute une série d'objets, de classes qui nous permettent d'accéder à toutes les options en fait, des API de cloud, Amazon et Azure. Donc si on s'amuse à prendre, puisqu'on est sur Amazon pour l'instant, à prendre notre composant Amazon Connexion Info, on va se rendre compte que le composant a un nom, bien sûr. Il a la notion de protocole pour savoir si je suis en HTTP ou en HTTPS, puisque les deux sont supportés. Et surtout, il a une notion qui est importante, qui est la notion d'account key et d'account name. C'est ce qui va me permettre de m'authentifier quand je vais vouloir me connecter. Pour ça, vous allez me dire, ok, qu'est-ce que j'utilise donc du coup? Est-ce que c'est mon user et mon password Amazon? Donc non, ça n'a rien à voir en fait. Hein. Ce n'est pas le user et le password avec lequel je me suis connecté sur ma console Amazon. Et lorsque je suis ici, ici ou peu importe, hein, même quand je suis à cet endroit-là au démarrage, ici sur la petite flèche, je vais pouvoir cliquer pour avoir un menu et je vais avoir accès à la page, tout à l'heure on y est allé un moment, Security Credential. Il va me demander de m'homologuer. Et je vais tomber sur, alors il y a toute une série de rubriques différentes. La rubrique qui va m'intéresser pour le système S3, c'est celle-ci. Accéder aux justificatifs d'identité et les clés d'accès. D'accord? Ne pas confondre avec les paires de clés. C'est bien précisé d'ailleurs, les paires de clés. Il existe deux types de paires de clés actuellement utilisées. Une pour Amazon CloudFront et une autre pour Amazon EC2. Donc ce n'est pas pour le système S3. Donc c'est bien les clés d'accès qui sont ici. Je vais trouver deux choses. Un identifiant de clé d'accès, d'accord, moi j'en ai deux en fait, et une clé d'accès secrète. C'est ce qui va me permettre de m'authentifier sur mon composant Amazon. La propriété que j'ai ici, qui est la propriété account name, va correspondre à l'identifiant de clé d'accès. D'accord. Je vais prendre
comme ça. Et la propriété account key qui est ici va correspondre à la clé d'accès secrète. Pour pouvoir afficher cette clé d'accès secrète, il va tout simplement falloir que je clique sur le lien afficher et elle va s'afficher directement. D'accord? Excusez-moi, mais hop. Elle est super longue, donc ça ne sert à rien de noter les caractères que vous auriez vus, il y en a beaucoup plus que ça. Ok, donc ces deux paramètres, c'est ce qui va me permettre du coup de m'authentifier. D'accord, donc la compte name et la compte key. Encore une fois, ce composant, c'est simplement un composant de connexion. D'ailleurs, si, alors j'enregistre, on verra qu'il me crée automatiquement les unités qu'il m'a rajoutées. D'accord, IP peer client, datacloud.cloud API et datacloud.amazon API. Si je m'amuse à regarder en fait dans les uses, je vais me rendre compte que j'ai un data.cloud.azure API également. D'accord. De la même manière que j'ai un Amazon API, j'ai un Azure API. Ici, pour l'instant, je suis sur Amazon, donc ce qui m'intéresse, c'est l'unité Amazon API. Et il y a une unité Cloud API qui, elle, est globale aux deux API. Si je m'amuse à jeter un œil à l'unité Amazon API, je vais me rendre compte que je retrouve toute une série de classes. On va les retrouver ici, d'accord. Donc je vais avoir QPermission par exemple, Basic Service, table service pour le service, c'est qui est RDS, Database. Ensuite, ok, service. Et je vais retrouver, je sais pas où c'est qu'il est. Amazon Storage Service. D'accord, c'est le service qui va me permettre justement d'accéder au système de stockage en fait de mes fichiers. D'accord, donc le système S3 en fait. D'accord, donc on va retrouver des classes en fonction des différents services qu'on va pouvoir avoir, qu'on va pouvoir avoir, où il y a une correspondance dans les unités Delphi. C'est ce que j'avais dit, tous les services, aujourd'hui il n'y a pas une correspondance, mais je vais trouver par exemple donc, le service Amazon Service qui va me permettre en fait d'accéder au service de stockage, le système S3. Et si je m'amuse à regarder la classe Amazon Storage Service, on va se rendre compte par exemple que dans le create, il faut lui passer en paramètre en fait un Amazon connexion info. Donc à chaque fois, chacune des classes en fait, on a bien vu qu'on a une série de pas mal de classes, chacune de ces classes va pouvoir être créée par le biais du code, et à chaque fois, j'utiliserai le composant Amazon Connexion Info pour lui passer les informations de connexion au système Amazon. D'accord? Donc c'est bien ce que j'ai expliqué au début. Le composant Amazon Connexion Info, de la même manière que le composant Azure Connexion Info, n'est là juste
n'est là que pour la connexion. Donc du coup, on va commencer simplement. On va mettre un bouton. Hop. Lui, on l'a paramétré, c'est bon, on le laisse dans un coin. Et liste bucket. Et on va mettre ça par exemple dans les mémo. On va prendre un view. Hop. Ça, on va l'appeler LST buckets. Ok. Donc ce qu'on va essayer de faire là, c'est de récupérer les informations qu'on a créées tout à l'heure, hein, savoir les buckets, les noms des fichiers, et ainsi de suite. Et puis après, on va voir comment on peut rajouter les fichiers, comment on peut créer des buckets. Voilà. On va essayer de faire une application complète avec laquelle on puisse tout faire et maîtriser tout le système AS3 d'Amazon. Donc on va commencer par la liste des buckets, puisqu'on a vu que la base, c'était la création des buckets. Alors déjà, sur le form create, allez, puisque je fais ça bien, on va faire ça bien jusqu'au bout. On va faire un main. Sur le form create, alors je vais me faire une variable ici que je vais appeler Amazon Storage, qui est de type T Amazon. Donc on a dit qu'on avait un storage plus bas, storage service. Donc sur le form create, on va faire Amazon storage de point égal T Amazon storage service point create, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'unité Data Cloud Amazon API. Il faut lui passer un composant pour pouvoir se connecter au système Amazon. Et ce composant, c'est donc bien le composant qu'on a mis là et qu'on a paramétré comme il faut. Je l'ai paramétré dans le DFM, réellement pêcherait de paramétrer les clés, tout ça dans le code, bien entendu. Donc on va lui passer un mcon-info. Comme on fait les choses proprement, dans l'événement onDestroy, on va bien entendu faire un Amazon storage.free. Ok. Jusque-là, j'ai créé ma classe Amazon Storage, ma classe qui est Amazon Storage Service, et je vais l'utiliser pour pouvoir accéder aux différentes informations. Si on regarde Amazon Storage et que je fais un point, je vais voir que j'ai toute une série de fonctions qui vont me renvoyer en fait des résultats ou pas en fonction de ce que je veux faire. Je vais avoir par exemple une fonction qui me permet de faire list bucket. À chaque fois que j'ai une fonction, je vais trouver un type tcloud response info qui va me permettre d'avoir de l'information sur ce qui s'est passé ou pas, est-ce que ça s'est bien passé ou est-ce que ça s'est pas bien passé. Donc pour ça, pardon, on va se faire une variable response info qui est de type tcloud response info. On va l'instancier. Info tcloud response info.create.
mettre là-haut pour avoir toujours la même, ça m'évitera d'avoir à en recréer une à chaque fois. Dans le form create, on va faire l'instancie, et du coup, on va la libérer, response info.free dans le form destroy. Ok. Donc on a dit dans Amazon Storage, j'ai par exemple, parmi la liste des fonctions que j'ai disponibles, list bucket. Cette fonction list bucket, on voit bien que je lui passe un paramètre response info, et on voit également qu'en retour, elle me renvoie un tstrings. Cancel tienne. Je vais avoir ici list buckets t strings. Ok. De cette manière-là, je vais pouvoir lister mes différents buckets et mettre ça dans ma variable list bucket. Et strings. Voilà, je sais plus. Les strings, je vais y arriver. Donc du coup, ma fonction list bucket, je lui passe response info. D'accord. Et on a dit, en retour, elle me renvoie un tstring. Je vais donc mettre dans listBucket ce que me renvoie ma fonction Amazon Storage.listBucket. Avant de s'occuper de listBucket, j'ai dit tout à l'heure, je vais avoir en paramètre un response info, et c'est dans la majorité des cas, dans les fonctions de cloud, ce qui va me permettre de savoir comment s'est passé l'appel à ma fonction, et ça s'est bien passé, patati patata. Si on regarde donc, pourquoi if, on va faire if après, response info, point, j'ai toute une série en fait d'informations, de propriétés qui vont me permettre de savoir est-ce que ce que j'ai appelé ou pas s'est bien passé, ou est-ce que ça s'est mal passé. D'accord. Donc je pourrais par exemple, allez, regarder le status message. D'accord. Faisons un premier test déjà pour voir status message, comment ça se passe. On va voir déjà est-ce qu'on se connecte bien et est-ce qu'on récupère bien les informations. Ok. J'ai bien un résultat qui me renvoie OK, donc qui me montre bien dans le statut, ça c'est le status message, que ça s'est bien passé et qu'il s'est bien connecté et qu'il a bien récupéré a priori la liste des buckets. Donc je pourrais tester en fait de la même manière, j'ai un status message et un status code. Je pourrais tester tout simplement si le status message est correct ou pas, ou correspond à tel status message, ainsi de suite, d'accord. Ou de la même manière, je pourrais vérifier, parce qu'en l'occurrence, si il renvoie rien ou s'il n'a rien récupéré, dans ce cas-là, le list bucket sera égal à nil, d'accord. Donc je pourrais très bien, tout simplement, vérifier if assign list bucket. Ok. Et dans ce cas-là, en fait, je suis sur un tstrings, donc je vais faire un for i de point est égal à 0, tout simplement listBucket.count -1. Et pour récupérer ce qui se passe, en fait, je vais tout simplement faire un... on va mettre ça dans... comment je vais appeler lstviewbucket.temps.add. Et ce qu'on va rajouter, c'est
isBucket de i. D'accord? Donc je fais une boucle, je vérifie si j'ai bien trouvé, on pourrait mettre sinon, ou alors s'il n'y a aucun bucket aussi de la même manière. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, on va faire parce que je vais vous montrer ça. Voilà. Je prends quel qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai oublié là pour éviter oui, pardon. C'est un item que je dois rajouter, pas du texte. Donc il faut que je me crée un item ici. C'est liste. Item. Je suis pas dans un mémo ou un truc comme ça. Je suis dans un list view. Ensuite, ici, je sais pas comme ça du coup. Hop. Item de point égal alors stv.items.add. Ensuite item caption de point est égal à hop, isBucket. Pardon. Oui. Ok. Alors, je vais agrandir ma liste view. D'accord, donc il me trouve bien deux buckets. Juste regarder les propriétés de ma liste view. Ok. Il me trouve bien, j'aurais voulu. Je sais pas si une option pour pas qu'il me le. Hop là.
Mettre 200 là. Hop. Pourquoi il me le... Ça, il est bien la false. Si on lui met justement le auto size dans le colonne peut-être. Hop. Non, je sais pas. Bon, bref, ok, ça n'a pas d'importance. On remarque au passage que le texte qu'on récupère, en fait, c'est, je vois bien que dans le premier cas, j'ai le dev du jeudi 2, d'accord, qui est mon premier bucket. Hein, je rappelle que j'ai bien ici, je reviens là. J'ai bien deux buckets, le dev du jeudi 2b. Ok. Hop. Donc j'ai bien ici le dev du jeudi 2. Je vais trouver un égal et puis la date et l'heure à laquelle ça a été créé en fait. Et le dev du jeudi 2b. Report, on me dit que report c'est mieux. Voilà. C'est mieux, oui. Merci William pour l'info. Donc je trouve le dev du jeudi 2 et le dev du jeudi 2b. Alors je vous rassure, je ne suis pas obligé de caster, m'embêter à caster en fait la chaîne de caractères. En fait, ce que je pourrais faire, c'est... Alors on va rajouter deux colonnes du coup. Ah oui, mais comme je suis en report, ça ne sert à rien. C'est pas grave. Ici, au lieu de juste de prendre un list bucket de i, je vais faire listbucket.names de i. Bon, je vais mettre en majuscule. J'ai supprimé trop de colonnes, j'en ai même pas laissé une. Je vais en avoir une quand même. Ça est égal à trop. Voilà. Ok. J'ai bien ici, donc dans la partie names, simplement le nom de mon bucket. D'accord. Et si j'avais besoin de récupérer... allez, on va le mettre là en dessous de l'autre. Pas grave. L'heure et à laquelle ça a été enregistré, tout ça. Value from index de i. Je récupère bien donc dans un cas le nom et dans l'autre cas la date et l'heure de mon bucket. D'accord? On va enlever la date et l'heure, ça ne m'intéresse pas, c'est juste pour montrer que du coup si vraiment je le voulais, c'est ce que je pouvais récupérer. Mais ce qui m'intéresse, c'était simplement de récupérer le nom. Donc j'ai déjà franchi une première étape. D'une part, je me suis connecté, d'accord, à mon service Amazon, et d'autre part, j'ai listé mes buckets.
Alors, on va le faire, j'ai fait un bouton pour ça, donc on va quand même l'utiliser. Donc Amazon Storage, ça, on va le laisser, ça se crée là-bas, ça se crée dans le Create, hop. Et dans le clic sur le bouton, on va faire OK. Je clique, j'ai bien la liste de mes buckets. D'accord? Ce qui va m'intéresser maintenant, on va réduire un peu ça du coup, c'est de pouvoir lister les fichiers qu'il y a sur un bucket. D'accord? Donc de la même manière, on va faire un bouton. On va mettre ici, allez, hop. On va l'appeler bt list fichier. Et on va prendre un autre list view. Hop. On va mettre une colonne. Hop. Auto size aussi. Et on va le mettre en report aussi. OK. Et on va renommer ça. Et là, c'est fichier. D'accord. On va commencer en anglais, on va continuer en anglais. STV file. OK, donc là, dans le caption, on va lancer liste fichier. OK. Lui, on va le mettre en. On va faire ça bien jusqu'au bout. Enable à false. Et donc, il n'y a que si assign is bucket. À la fin, on va mettre bt list, pas buckets, mais bt list fichier.enable égal à true. Et sinon, on mettra bt list est égal à false. OK. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, ça va être de récupérer la liste des fichiers, d'un bucket en particulier. Pour ça, toujours pareil, si je regarde mon objet Amazon Storage, je vais avoir possibilité de récupérer les fichiers avec pardon, c'est pas dans Amazon Storage puisque je suis dans un bucket. Donc il va falloir que je récupère mon bucket directement. Donc pour ça, j'ai une fonction qui est une fonction getBucket. Dans laquelle je vais passer donc le nom de mon bucket et qui va me renvoyer, pardon, c'était celle-là, un T Amazon Bucket Result. D'accord, c'est ça qui va m'envoyer le bucket concerné et après c'est dans ce Amazon Bucket Result que je vais récupérer la liste de mes fichiers. T Amazon Bucket Result. Donc ce qu'on va faire, c'est que en fait j'ai pas besoin du fichier, du bouton liste fichier, pardon.
on va dire que quand on double-clique sur un élément, par exemple, voilà, sur un élément, je vais aller récupérer la liste des fichiers. Hop, je vais enlever ça, je vais récupérer ça. Donc je vais appeler Amazon Storage, je vais faire un get bucket. Et dans ce get bucket, en fait, je vais tout simplement lui passer le nom de mon bucket, donc il va correspondre à lstViewBucket. Ça va être .items de lstViewBuckets.itemAnnex. Du mal là. Ok. D'accord, donc là je lui dis de récupérer mon bucket en fonction de l'item qui est sélectionné dans le ListView. Et bien entendu, en retour, j'aurai mon bucket. D'accord, mon type est Amazon Bucket Result. Une fois que j'ai eu mon bucket, on retrouve également toute une série d'informations dans le type T Amazon Bucket Result. D'accord. Et je vais notamment retrouver une information qui est l'information, la propriété objet. C'est ce qui va me permettre de retrouver les informations des objets qui existent. Donc des fichiers en fait, en l'occurrence. On va récupérer... Donc du coup, je vais avoir... Hop, si on regarde la propriété objet, ça me renvoie bien un type... Enfin, ça me renvoie un type T Amazon Object Result. D'accord. Donc, on va se créer une variable T Amazon Object Result. Au passage, vous avez pu remarquer que c'était un record. Et du coup, je vais faire un for objet in. Du coup, il m'a mis tout ça. Bucket.object, c'est une collection. D'accord, il m'envoie un T-list. Object do end. Comment s'appelait celui-là? C'était lstViewFile. Alors, avant de faire ça, on va quand même faire un lstViewFile.clear. D'accord, histoire qu'il ne rajoute pas à l'appel tous les... Je vais avoir besoin également, comme dans l'autre ListView, donc là oui, on va passer plus le fichier list. Ok, un T-list item, un item de type T-list item. Item de point égal à T, pas T, pardon, lst viewfile.items.add. Et ensuite item.caption de point égal à
pas L, pardon, objet, point, name. Qu'est-ce que j'ai oublié ou qu'est-ce que j'ai mal fait? Point caption. Qu'est-ce que... GetBucket, oui, pardon, j'ai oublié, il y avait d'autres paramètres à la fonction GetBucket, puisqu'il y a toujours le response info à passer qui me permet de savoir est-ce que c'est bien passé, est-ce que c'est mal passé ou pas. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, il y a des paramètres optionnels, pardon. Anil, je sais pas besoin. Hop, j'ai pas de paramètres. On va y arriver. Donc, la liste des buckets. Et si je double-clique, j'ai donc la liste des informations. D'accord? En l'occurrence, c'est les objets, d'accord? Il n'y a pas que les fichiers. Donc, il va me lister au passage les répertoires et les fichiers. D'accord? Donc, on verra après comment récupérer du coup le type d'information. Et puis, on va continuer. Là, il est 3 heures, on va faire une petite pause. Un petit peu de mal après le repas, la reprise. D'accord, donc on récupère bien la liste des buckets et la liste, pas que du fichier, mais la liste de tout ce qui est contenu dans mon bucket. Ok, est-ce que vous avez des questions? Après on continuera, on récupérera les fichiers, on verra comment on peut les télécharger, on verra comment on peut créer des buckets, créer des fichiers, uploader des fichiers, ainsi de suite. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Passage juste pour faire comme l'autre. Ok, alors... question. J'essaie de remonter. Ok, la première question. Donc il y avait des questions qui étaient tout à l'heure après qu'on ait coupé pour le repas, suite au déploiement. C'était pour le déploiement sur le serveur lors de la création du remote profile. Il y a 3 champs à remplir: hostname, port, password. D'où proviennent les valeurs à fournir pour le port et le password. Le PA server est running sur le cloud server. D'autres configurations. Donc quand on lance le plateforme assistant serveur, Embarcadero, pas serveur, 10.0. Alors j'avais dit, il y a un fichier de config qui contient en l'occurrence le numéro de port, qui par défaut est 64211, mais également le répertoire dans lequel on va enregistrer les fichiers. Et donc quand je lance le plateforme assistant serveur, il me propose de taper un mot de passe ou pas, de faire entrer. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de mot de passe. Donc du coup, soit j'ai changé le numéro de port, sinon c'est 64211, le port à utiliser. Sinon, il faut que je précise un mot de passe. Enfin, si je précise un mot de passe ici, il faudra que j'ai aussi le mot de passe. Si je fais entrer, dans ce cas-là, il n'y aura pas de mot de passe. D'accord? Sinon, bien entendu, je peux laisser le port à 64211. Une fois que j'ai fait ça, donc ça c'est côté serveur, bien entendu. Sur ma machine sur Delphi, lorsque je vais
créer un profil distant. Pardon. Modifier un profil, par exemple. On voit bien qu'on a un numéro de port à préciser, un mot de passe, donc qui vont correspondre au numéro de port et le mot de passe que j'ai tapé. Ouais. Sur cette page-là que j'avais envoyée également tout à l'heure, on retrouve les différents paramètres qu'on peut passer. Tu les as là exactement, t'es Oui, dessus, donc on peut on attend spécifier le port. directement en ligne de commande sans ouvrir le fichier de config, quoi. Et après, sinon, il y a une autre syntaxe, il y a des exemples plus bas. La page est très bien documentée. Et vous pouvez voir justement comment saisir, enfin comment générer un fichier de configuration de façon après à pouvoir l'utiliser systématiquement pour avoir vos paramètres, votre mot de passe, etc. Directement saisis. C'est le config. Il faut faire G, voilà, tu y es là. Génération et utilisation d'un fichier passefile. Passefile. D'accord. Ok, pour éviter, tu vois, qu'il propose de crypter les choses. Exactement, parce qu'après il y a le mot de passe et le D'avoir port des qui choses sont en en clair, clair, donc quoi. ça serait trop simple, quoi. Ok. Le lien a été envoyé à tout le monde, oui, Oui. ou pas? Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme autre question? Donc ça, c'était la même chose. Ça, Ne pas pareil. oublier d'ouvrir les ports sur son firewall quand on a un serveur Ouais, distant. toujours pareil, hein, bien sûr, au niveau du serveur, bien entendu. On est d'accord qu'ici, il faudra aller jouer avec les sécurités, notamment le firewall, pour pouvoir... Voilà. Là, il faudra aller utiliser les applications, les ports et ainsi de suite, quoi. On ajoute une nouvelle règle sur le port qu'on a choisi par exemple, Voilà. et puis voilà quoi. Ok, ça c'est la même chose. Ok. Donc le serveur que Thierry faisait tourner ce midi, bien évidemment, c'est un serveur DataSnap, c'est pas un serveur web, donc on n'y accède pas avec un navigateur comme il était Oui, ça c'est fait, mais on y l'habilitation d'une accédait personne qui effectivement. n'arrivait pas à y accéder par le biais d'un navigateur. On n'a pas fait, j'ai pas fait un serveur REST. On verra Voilà. quand on parlera d'HTML Singular qu'on fera un serveur REST justement, et qui du coup peut être accessible via une URL. Là, c'est pas le cas, c'est un serveur DataSnap classique, quoi. Ok. Pourquoi est-ce qu'on est limité dans Delphi à Amazon et Azure? D'autres sont prévus dans les versions futures, Dropbox, Google Drive, Facebook. Alors justement, toutes les classes et les unités ont été faites de manière à pouvoir très facilement rajouter. C'est pour ça qu'il y a une unité commune, hein, qui est l'unité Cloud Data API. Cloud API, pour rajouter donc des clouds supplémentaires. Donc ça fait partie des choses qui sont prévues, de pouvoir rajouter dans le futur d'autres systèmes de cloud. Après, j'ai pas d'informations, hein, de vous dire quand il y aura Dropbox, quand il y aura Google Drive ou d'autres, quoi. Voilà. Après, on n'est Et, pas tout a été fait de manière à pouvoir facilement en rajouter d'autres. Après, on n'est pas limité à Amazon et Azure. On a déjà implémenté Amazon et Azure. Je préfère reformuler parce que Voilà, tout à on fait. n'a pas Après, justement vous pourriez... implémenté toutes les solutions du marché avant de le sortir. voilà. Ce qu'on a déjà fait, on vous l'a mis à disposition, c'est différent. Donc vous pourriez le faire vous manuellement en faisant votre propre code, hein, de vous connecter à Dropbox ou à Google Drive avec les Les classes API, de base qu'il y a, et en rajoutant toutes les tout à fait. particularités de chacun des clouds. Ce serait faisable. Maintenant, on a intégré les deux principaux, hein, Amazon et Azure. D'autres questions? Surtout historiquement en fait, parce Non? que les autres n'existaient pas forcément justement à l'époque. Oui, tout à fait. Ça fait un moment, c'est sorti Tout à fait. c'était en C'est XE, vieux, je ouais. crois, un truc comme ça, non? C'est vieux déjà. Donc ça fait un moment que c'est implémenté. Ouais. Ah, Ouais, je te vois t'as là. pris la main, William? Ouais. Montrer D'accord. quoi j'ai. Je montrer pourquoi tu auras une facture.
Regarde mon joli code. C'est beau, hein, Ah, c'est bien. n'est-ce Je pas? vais pas arrêter de télécharger mon image. Hein. T'aimes pas Regarde, je ça? t'enverrai la capture après. Tu vas voir le détail. Et non, par contre, je sais pas, il y a plus. Je voulais savoir s'il y avait plusieurs niveaux de service justement, parce que je trouve pas ça super rapide, quoi. Là, si on regarde justement le caption de la fenêtre, enfin pour récupérer une image 1 seconde 5, ça va être, je trouve vraiment pas ça super. Enfin, j'imagine. Enfin, je sais pas quelle taille fait ton image, c'est du de la HD, non? C'est à 1080? Ouais, elle est assez grande, hein, donc elle est D'accord. pas toute petite. Donc c'est Elle pour doit ça. faire Parce que c'est ouais, pas 1 super giga, rapide. plus d'1 Allez, je vais giga. arrêter, j'ai pitié. Ok. Et bon, voilà, c'est aussi un Donc après, oui, exemple il y a une de... qualité de service. Après, ça dépend. Ouais, Tu peux demander des choses supplémentaires. Ça dépend aussi des régions. Et je sais qu'il y a un impact aussi en fonction des régions. Voilà. Régulièrement, une fois qu'on est inscrit sur Amazon, on reçoit des mails quand il y a sur certaines régions, il peut y avoir des difficultés de trafic ou de ce genre de choses. Voilà. d'accord. D'accord, d'accord. Ok, d'autres questions? Non? On va faire une petite pause alors. Allez, reprends la main. Hop. Allez, petite pause café. Hop. Pause café, pause pipi, et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.